Alors, dans les premières vidéos, on a revu les règles de calcul relativement simples pour faire de l'arithmétique. Tout bien. Maintenant, avant de passer aux expressions littérales, c'est-à-dire les x, les y, les a, les b, les c et tout ça, tout l'alphabet romain et tout l'alphabet grec, ben, on va parler de proportionnalité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'instinctivement on peut résoudre. Par exemple, si vous achetez deux baguettes à 50 centimes, vous savez que vous allez payer 1 euro. Ben, sans le savoir, vous êtes en train de résoudre un problème de proportionnalité. Alors, je vais présenter ici quatre méthodes pour résoudre un problème simple. Il y en a une, je le dis tout de suite, il y en a une qui est toute pourrie, et il y en a une qui est bien pratique pour faire des conversions, il y en a une qui est bien pratique pour résoudre des problèmes, et il y en a une qui est bien pratique, enfin pas si pratique que ça, mais bien facile pour trouver des réponses à nos questions. Donc, quatre méthodes pour résoudre un problème simple, une d'entre elles est la meilleure. Alors, c'est quoi une situation de proportionnalité? Eh ben, c'est quelque chose qui, multiplié par un nombre, donne un autre nombre, ou alors quelque chose qui est divisé par un nombre, donne un autre nombre. Donc voilà mon exemple. Acheter mes exemples. Acheter 3 baguettes à 50 centimes, parcourir 480 km à 80 km/h, convertir des quantités, modifier des quantités dans une recette de cuisine, etc., etc., etc. Mais aussi calculer la distance de la Terre à la Lune et trouver la constante de Planck. Donc, plein de choses qui peuvent être super simples et instinctives, mais plein de choses qui peuvent sembler aussi compliquées, sont en fait simplement des problèmes de proportionnalité. La première méthode, c'est le produit en croix. Le produit en croix, vous en avez probablement entendu parler en cinquième ou en quatrième. Et le principe, il est assez simple. On doit convertir quelque chose dans une autre unité. Eh ben, on fait un petit tableau avec la première unité A et la deuxième unité B. Si on connaît une quantité 1A dans une autre unité 1B et qu'on cherche à convertir une quantité 2A dans une autre unité, dans la unité B, alors on fait ce qu'on appelle le produit en croix, on multiplie quantité 1B par quantité 2A et on divise par quantité 1A, ou on multiplie quantité 1A par quantité 2B et on divise par quantité 1B. Ok, c'est un petit peu frustrant comme explication, c'est pas super clair, on va faire un petit exemple. Voilà mon exemple. Si on roule à 80 km par heure, combien de temps pour parcourir 480 km? Alors, 80 km correspond à 1 heure, donc dans ma première ligne j'aurai les kilomètres, dans ma deuxième ligne j'aurai les heures, et dans la première colonne je vais mettre 80 km, et on a vu que ça correspondait à 1 heure. Et dans ma deuxième colonne, sur la première ligne, je vais mettre les 480 km. Je vais les mettre sur la même ligne que les 80, parce que ici c'est tous des kilomètres. Et maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer le produit en croix. Donc je prends le chiffre qui est tout seul sur sa ligne, 1, je le multiplie par le chiffre qui est en haut à droite, à sa droite, 480, et je divise le tout par 80. Ça fait 1 fois 480 divisé par 80, ça fait 6. Donc ça veut dire qu'il faut 6 heures pour parcourir 480 km à 80 km/h. Donc j'ai une deuxième méthode qui explique un petit peu plus ce qui se passe, c'est les facteurs de conversion. Alors un facteur de conversion, c'est quoi? C'est une fraction. Dans le numérateur, il y a quelque chose qui est dans une unité 1, et dans le dénominateur, il y a la même chose, mais qui est dans une autre unité, unité 2. Et le truc qui est bien avec un facteur de conversion, c'est que c'est une fraction dont l'inverse est égal à 1. Une fraction qui est toujours égale à 1. Pourquoi? Parce que on a dit que A unité 1, c'était une quantité dans une certaine unité, et B, c'est la même quantité dans une deuxième unité, dans une autre unité, et on a vu que n'importe quoi divisé par le même n'importe quoi, c'est toujours égal à 1. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre son inverse. On peut l'inverser sans changer sa valeur. Et ce sera toujours égal à 1. Ok, maintenant comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, on prend la quantité à convertir, par exemple une unité 2 à convertir en unité 1, et on la multiplie par le facteur de conversion en sorte que les unités qu'on ne veut pas s'annulent. Ici, c'est unité 2, ça se barre, parce que unité 2 divisé par unité 2, ça fait 1, ça s'annule. Et l'unité qui nous intéresse, unité 1, reste en haut. Et ici, c'est le cas, elle reste en haut. Par exemple, supposons qu'on veuille convertir des miles en kilomètres, ou des kilomètres en miles. Ici, on nous dit que 100 miles correspondent à 160 km, et on se demande combien font 150 km en miles.
Alors encore une fois, on pourrait le faire de tête, hein, c'est très logique, mais on va utiliser cette petite méthode des facteurs de conversion pour résoudre ce problème. Donc notre facteur de conversion, c'est 100 miles sur 160 km. Encore une fois, l'énoncé nous dit que ça correspond, 100 miles correspond à 160 km. Donc on peut créer ce facteur de conversion. Et comme on l'a dit, la propriété numéro 1 de ce facteur de conversion, c'est qu'on peut prendre son inverse sans changer sa valeur. Ce sera toujours égal à 1. Donc, ce sont des kilomètres que je veux convertir en miles, donc je multiplie 150 km par mon facteur de conversion, en sorte que les kilomètres s'annulent, donc c'est le premier facteur de conversion ici que je vais utiliser, et que les miles restent en haut. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le calcul. 150 fois 100 divisé par 160, ça fait 94 miles. Donc, comme je disais, le produit en croix, c'est facile, une fois qu'on sait quoi faire, mais on ne sait pas pourquoi ça marche. Ça n'explique rien, c'est juste une petite règle bizarre, il faut multiplier par ça et diviser par ça. Voilà. L'avantage du facteur de conversion, c'est que, ok, il est un petit peu plus difficile, surtout quand on n'est pas forcément familier, mais surtout on sait pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a des unités qu'on voulait pas qui ont été annulées, et des unités qu'on voulait qui restent dans le résultat. Par contre, ce que ces deux méthodes ne disent pas, c'est comment ça marche. La méthode qui explique comment ça marche, c'est l'algèbre. L'algèbre, c'est le principe de l'algèbre, c'est simplement de remplacer des nombres par des lettres. Ces lettres veulent dire des nombres, ces lettres correspondent à des nombres, mais on met juste des lettres pour pouvoir réfléchir posément, pas s'embrouiller avec plein de nombres compliqués. Donc, en proportionnalité, l'expression c'est y est égal à ax. Je vous ai dit, une situation de proportionnalité, c'est quand on multiplie ou qu'on divise quelque chose par autre chose pour obtenir un troisième nombre. Ben ici, cette petite formule, y est égal à ax, elle a deux autres formes. On peut la résoudre, on verra plus tard comment on résout les choses. On peut la résoudre pour a, et donc ça nous donnera y sur x, et on peut aussi la résoudre pour x, et ça nous donnera y sur a. Ça, on peut le mémoriser, et ça nous permettrait de résoudre n'importe quel problème de proportionnalité. Donc x, généralement, ça correspond à une donnée ou une variable. Y, ça correspond à une donnée qui lui correspond, qui correspond à x. Et a, on l'appelle le coefficient, c'est le truc par lequel on va multiplier x pour obtenir y. On appelle ça le coefficient de proportionnalité. Plus tard, on reverra a, ce sera encore un coefficient, mais pas forcément de proportionnalité. Donc la procédure pour résoudre un problème de proportionnalité avec l'algèbre, c'est d'abord d'identifier x et y. Qu'est-ce que c'est x, qu'est-ce que c'est y dans le problème. Ensuite de trouver a, pour ça on fait y divisé par x. Et puis ensuite on va trouver dans l'énoncé qu'est-ce que c'est le x qu'on veut convertir en y, ou le y qu'on veut convertir en x. Dans le premier cas, le calcul ce sera a fois x, et dans le deuxième cas, le calcul ce sera y divisé par a. Alors, tout ça c'est bien joli, mais ça serait mieux peut-être de voir avec un exemple. Donc voilà un problème. Si j'ai besoin de 250 grammes de farine pour faire des crêpes pour 4 personnes, de combien de farine ai-je besoin pour 20 personnes? Donc la première partie, c'est lire l'énoncé. On va dire que y, c'est le nombre de personnes, donc ici 4 personnes, et x, c'est la quantité de farine dont j'ai besoin. Et ici, c'est 250 grammes. Donc tout de suite, je peux calculer le coefficient de proportionnalité. Y sur x, c'est 4 divisé par 250. Je pourrais le calculer et avoir un chiffre avec un 0 et puis des chiffres après la virgule, mais pourquoi pas le garder sous forme de fraction, ça sera plus simple. Alors maintenant que j'ai mon coefficient de proportionnalité, je me pose la question, ok, c'est quoi que je cherche? Ben, je sais que je cherche à savoir de combien de farine j'ai besoin pour 20 personnes. Et on a dit tout à l'heure, y ça correspondait au nombre de personnes. C'est pour ça que j'ai mis en vert ici. Et là, je sais pour combien de personnes je vais faire des crêpes, 20. Donc c'est x que je cherche. X, c'était la quantité de farine. Donc c'est x que je cherche, la quantité de farine dont j'ai besoin pour 20 personnes. Donc je prends la deuxième petite formule, x est égal à y sur a. Et y c'est 20. A, on a dit que c'était 4 sur 250. Ben, je peux faire la multiplication très facilement. On a vu que c'est équivalent à 20 fois 250 divisé par 4, ce qui est 5 fois 250, ce qui est 1250 grammes, ou 1 kg 250. Donc voilà, ça c'est une manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus rigoureuse
de résoudre un problème de proportionnalité. Donc, pour résumer, on va parler que d'une seule manière de résoudre des problèmes de proportionnalité, l'algèbre. Y est égal à AX, A est égal à Y sur X est égal à Y sur A. Pourquoi ne pas parler des autres? Parce que le produit en croix, c'est bien facile, c'est bien simple, mais c'est tout pourri. Les facteurs de conversion, c'est très utile et à l'usage très simple. On l'utilisera plutôt pour simplement convertir des quantités. Mais celui-là, l'algèbre, on va l'utiliser pour tout, pour résoudre n'importe quel type de problème. Donc c'est sur cette manière-là de résoudre un problème de proportionnalité qu'on va se concentrer. Aujourd'hui, pour la feuille de calcul, on va essayer de résoudre ce problème de grammes de farine pour des crêpes pour un certain nombre de personnes, mais pas seulement pour 20 personnes, mais pour n'importe quel nombre de personnes. Pour ça, une feuille de calcul, c'est comme une grosse calculatrice, ça nous permet de faire plein de calculs d'un coup. Alors allons-y. D'abord, on doit déterminer qu'est-ce que c'est le nombre de grammes de farine, c'est 250 grammes, pour 4 personnes. On a décidé que X, c'était les grammes de farine, et Y, c'était le nombre de personnes. Tout de suite, on va pouvoir calculer le coefficient A. On nous a dit que A, c'est égal à Y sur X. Et bien, j'écris, je dis à la feuille de calcul, tu vas prendre la valeur de Y, c'est 4, et tu vas diviser par la valeur de X, c'est 250. Et ça me donne 0,016. Bon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on va pouvoir faire un graphique, un tableau puis un graphique, où on va demander à la feuille de calcul de calculer Y pour plein de valeurs de X différentes. Alors on va commencer par 0, histoire de. Et ici, on veut un nombre plus grand. Donc on pourrait dire 1. Mais j'ai une manière un peu plus maligne que ça de faire ça. Je vais déterminer un pas, c'est-à-dire un nombre de valeurs, un nombre par laquelle X va augmenter à chaque fois. Je vais implémenter un pas de 1. Donc ici, je vais dire à la feuille de calcul, ok, tu prends ce qu'il y a juste au-dessus, et tu vas ajouter à ça, plus, ce qu'il y a dans cette case. Le problème, c'est que si maintenant je répète, je copie-colle cette formule dans le tableau, ça va toujours aller chercher, ça va toujours me donner 1. Pourquoi? Parce que ici, je lui ai dit d'aller chercher ce qu'il y avait dans la case du dessus et d'y ajouter ce qu'il y avait dans cette case, mais en dessous, il est allé chercher la valeur du pas dans la case qui est juste en dessous. Donc il faut lui dire, attention, cette valeur, la valeur du pas, il faut toujours aller chercher dans cette case-là. Comment on fait ça? Ben, on ajoute des petits dollars aux coordonnées de la cellule. Donc un petit dollar ici, un petit dollar ici, et voilà. Maintenant ça ressemble à J2 plus $I, $5. Ok. Donc maintenant, je copie-colle ma formule tout le long et boum, ça marche. Il va à chaque fois chercher la bonne valeur dans la bonne case. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je peux calculer Y pour plein de valeurs de X différentes, toutes ces valeurs-là. Donc, Y est égal à A sur X. Je dis à mon tableur, ok, tu vas prendre la valeur de A et tu vas multiplier par la valeur de X sur la même ligne. Ça marche, 0 fois 0,016, ça fait 0. Problème, si je copie-colle la formule, zut, ça me donne 0 à chaque fois. Pourquoi? Parce que, ah oui, il est parti chercher A dans la case juste en dessous. Maintenant, on sait comment faire pour résoudre ce problème. Il faut mettre des dollars sur les coordonnées de la cellule dans laquelle j'ai mis ma valeur A. Donc maintenant ça marche. Je copie-colle la formule et boum, je me retrouve avec tout plein de valeurs. Alors, c'est quoi ces valeurs? Là, j'ai fait un graphique. Tiens, moi, je vais le refaire, histoire de vous montrer comment on fait un graphique. Je sélectionne les deux colonnes, j'appuie sur insérer un diagramme. On va prendre une dispersion sous forme de ligne. Voilà, on a un joli diagramme. Je vais lui ajouter des petites lignes ici, histoire que ce soit plus lisible. Insérer la grille principale et insérer la grille secondaire. Je vais faire la même chose sur l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce graphique qu'on vient juste de faire avec
toutes ces données qu'on vient de calculer. Ben, il dit que si vous utilisez 10 grammes de farine, vous allez faire assez de crêpes pour 0,16 personnes. C'est un petit peu ridicule ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des crêpes pour 0,16 personnes? Notre problème ici, c'est qu'on a choisi des valeurs de x qui commencent à 0. On s'est posé la question, littéralement, combien de personnes seront nourries avec 0 g de farine? Ben, évidemment, ça va pas être grand-chose. Donc, on va devoir modifier quelques données. Déjà, on va dire, ok, on va pas commencer à 0 g de farine, on va commencer à 250 g de farine, puisque c'est ce qu'il fallait pour 4 personnes. Et devinez quoi? C'est ce qu'il nous dit. 250 grammes, ça correspond à 4 personnes, assez de farine pour 4 personnes. Notre graphique n'est pas très utile parce qu'il pourra nous dire combien il faut de farine pour 4,2 personnes. Là, on a un problème de pas. Le pas est trop petit. Il va falloir dézoomer pour pouvoir avoir une vision du graphique qui soit un peu plus utile. Donc pour dézoomer, on va mettre quelque chose de plus grand, 10 grammes par exemple. Et là, là ça commence à devenir un peu plus utile. On sait que pour 4 personnes, il faut 250 grammes de farine. Et bien pour 6 personnes, il en faudrait un petit peu plus de 380. Ok, on peut continuer à dézoomer. 50 grammes. Et là maintenant, ça commence à nous dire, ah ok, si vous voulez, si vous avez 250 grammes de farine, vous pouvez faire des crêpes pour 4 personnes. Et si vous avez 1000 grammes de farine, vous pouvez faire des crêpes pour 16 personnes. Et si on voulait répondre à la question originale, qui était pour 20 personnes, on va dézoomer encore un peu, mettre 75, 25 en 25. Et là, pour 20 personnes, vous aurez besoin d'un peu plus de 1200 grammes de farine. Alors, tout ça c'est très pratique parce on n'a pas besoin de faire aucun calcul, c'est la feuille de calcul qui fait tous ces calculs pour nous. Le problème c'est que c'est pas forcément super précis. Vous voyez, tout à l'heure on avait vu que c'était 1250 précisément. Là c'est entre 1200 et 1300, ok, c'est 1250, mais c'est pas super précis. Donc c'est une manière qui est bien facile, aucun calcul à faire. Problème, il faut faire la feuille de calcul. Deuxième problème, c'est pas forcément super précis, il faut zoomer, dézoomer, changer le point de départ. Mais c'est quand même une manière, on verra plus tard pour certains graphiques un peu plus complexes, une manière de répondre à des questions qui est quand même bien pratique. Pour bien tout comprendre, regardez les vidéos de cette playlist dans l'ordre, et puis téléchargez les feuilles de cours, je vais mettre un lien dans la description. Pratiquer sur un tableur, c'est toujours une bonne idée, et souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention, et à bientôt.